Bonjour à tous et bienvenue sur Jeux, Set et Match, le podcast parlant essentiellement de tennis. Dans le monde du tennis, certains noms résonnent comme des légendes vivantes. Des athlètes dont les exploits transcendent les limites du court pour devenir des symboles de détermination, de succès et de résilience. Des hommes capables de dépasser les limites du corps humain afin de produire le plus beau des spectacles pour la tribune. Des tennisman comme cela, il en existe quelques-uns. Et parmi eux, 3 hommes sont sortis du lot. Vous les connaissez sûrement, c'est le trio destructeur, le trio gagnant qui a régné sur leur sport pendant 20 ans. Federer, Nadal, Djokovic. Pour se faire un nom dans le monde du tennis, il faut gagner des matchs, gagner des titres, et ces 3-là l'ont très bien compris. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur chacun de ces joueurs, mais plutôt un en particulier, celui qui m'a fait adorer le tennis. Il est serbe, il a 36 ans, on l'appelle le Joker, ou plus communément, Novak Djokovic. Dès son plus jeune âge, le petit Serbe a montré des signes d'un talent prodigieux, une détermination inébranlable et une passion indomptable pour le jeu qui le propulserait vers des sommets inégalés. Mais son voyage vers la gloire n'a pas été sans obstacles. Des défis personnels, des revers sur le terrain et une lutte constante pour se surpasser. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire captivante de Novak Djokovic, depuis ses humbles débuts en Serbie jusqu'à sa domination sur les plus grands courts du monde. Découvrez les moments de triomphe, les moments de désespoir et les moments de pure magie qui ont sculpté l'homme derrière la raquette, le champion controversé au cœur de légende. Je suis Mathis et c'est avec honneur que je vous présente À la conquête du sommet, la vie de Novak Djokovic. Notre histoire commence en Serbie, durant les guerres de Yougoslavie, un climat triste et morose dans lequel naît Novak Djokovic, le 22 mai 1987. C'était un enfant issu d'une famille d'anciens skieurs reconvertis dans la restauration. À peine sorti du berceau, Novak allait déjà chercher à manger dans les associations proches de chez lui afin de nourrir sa famille. Un jour, en rentrant, il vit en face de sa maison 3 terrains de tennis en construction. Le jeune Serbe, curieux, s'y rend afin d'aider les ouvriers. Juste après leur inauguration, Djokovic commence par s'entraîner avec sa famille durant des mois. Et, comme si les astres étaient liés, en 1993, Jelena Genčić, joueuse de tennis serbe, ouvre un camp de tennis. Novak, des étoiles plein des yeux, s'y rend alors à peine âgé de 6 ans. Il regarde les joueurs s'échanger des balles. Jelena, curieuse, vient le voir pour lui demander ce qu'il fait ici. Et elle lui demande s'il souhaite apprendre ce magnifique sport. Il n'a pas fallu plus d'une journée pour que le petit Djokovic rejoigne Jelena avec un sac de tennis, une bouteille d'eau et une banane. Elle lui demande donc si c'est sa mère qui lui a préparé le sac, et d'un regard noir il lui répond « Je veux jouer au tennis ». À seulement 7 ans, il dit dans une interview qu'il voit le tennis, non pas comme un jeu, mais comme un devoir, que son objectif ultime, c'est d'être le numéro 1. Après quelques jours passés aux côtés de Jelena et à observer le jeu du nouveau joueur, elle décide d'aller voir ses parents pour leur dire que leur enfant est promis à un grand avenir. Ses parents sont convaincus, leur fils deviendra une légende. À l'âge de 12 ans, après avoir subi les bombardements de l'OTAN, le petit Djokovic est envoyé en Allemagne, à Munich plus précisément, afin de s'entraîner dans l'académie de tennis de Nikola Pilic. 4 années passent, et un nouveau nom apparaît sur le circuit ATP. Dans le classement mondial, Djokovic est là, et il compte bien y rester. En 2004, il finit demi-finaliste junior à l'Open d'Australie, à la fois en simple et en double. Une brillante performance dans un grand chelem de la part d'un jeune de 16 ans. Mais Djokovic en veut plus, le petit ogre n'est jamais rassasié. Il enchaîne les tournois et à 18 ans, il arrive en grand chelem à Roland-Garros, une des compétitions les plus prestigieuses qui existent. Dans les 3 premiers tours, il élimine 3 têtes de série, c'est-à-dire les meilleurs joueurs du tournoi, et il se fraye un chemin vers les quarts de finale. L'heure a sonné,
le Serbe rentre sur le court, son opposant aussi. Son adversaire qui a par ailleurs déjà gagné une fois entre ses murs. Il est vêtu d'un bandeau blanc et d'un débardeur. Les tribunes ne sont pas vraiment remplies. Les deux joueurs s'échangent coup pour coup, mais Novak ne peut rien faire contre le titan qui se dresse face à lui. Il se blesse malencontreusement au deuxième set et se doit d'abandonner. Djokovic ne le sait pas encore, mais l'homme contre qui il vient de perdre deviendra son plus grand rival, et assurément la plus grande rivalité de l'histoire du tennis. L'homme qui était face à lui, pour qui la terre battue n'a plus aucun secret, c'est Rafael Nadal. Malgré cette défaite douloureuse, il finit l'année en étant 16e au classement mondial, à seulement 19 ans. Novak est désormais dans les hautes sphères du tennis. Et il démarre la saison de 2007, le couteau entre les dents, déterminé à remporter son premier grand chelem. Durant le premier tournoi majeur de la saison, l'Open d'Australie, Djokovic s'incline en 8e de finale contre un jeune Suisse. Peu après, il s'élance à l'Open de Dubaï pour rejoindre les quarts de finale et perdre encore une fois contre le même homme. Djokovic ne trouve pas la solution pour défaire son adversaire. Mais qui est donc ce Suisse ? Eh bien, en vérité, en 2007, ce joueur est déjà premier mondial et est considéré pour beaucoup comme le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Il inscrit son nom sur toutes les coupes des tournois, il a un jeu élégant et une stratégie parfaite, son revers à une main est certainement l'un des plus beaux du circuit. Je parle bien évidemment de ce qui se fait de mieux tennistiquement, c'est Roger Federer. Djokovic tente tant bien que mal de passer à autre chose et démarre le Masters d'Indian Wells où il parvient jusqu'en finale, sa première finale en Masters, pour tomber contre son rival, l'Espagnol Rafael Nadal. C'est une défaite en 2-7, le Serbe n'a encore une fois rien pu faire. Mais donc, que faire ? Que faire quand on n'y arrive pas ? Quand, malgré toutes nos tentatives, rien ne passe ? Djokovic l'a dit, et le dit souvent, les rêves sont là pour être réalisés. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à croire. Et croire, c'est ce qu'il a fait. Direction, le Masters de Miami. Le raz-de-marée Djokovic est en route. Au premier tour, Novak tombe contre un Italien. Le score est sans appel, 7-6, 6-4. Il affronte ensuite le Français Yodra, 6-4, 6-1, l'Espagnol Lopez, 6-0, 6-3, pour ensuite tomber nez à nez contre le deuxième mondial, son némésis, Rafael Nadal. Victoire, 6-3, 6-4. Il affronte désormais un des meilleurs joueurs du circuit, le Britannique Andy Murray, considéré comme le 4e tennisman le plus fort de la génération Federer, Nadal, Djokovic. 6-1, 6-0, le Britannique n'aura pu s'exprimer que 5 minutes, l'instant d'un jeu. Djokovic est désormais en finale, et il le sait, c'est son moment. Il joue contre l'Argentin Guillermo Cañas, qui vient de réaliser un parcours exceptionnel pour arriver jusqu'ici. Le Serbe va lui briser ses rêves, sans perdre un seul set du match, sans perdre un seul set du tournoi. C'est son premier trophée majeur, le Serbe est enthousiaste et confiant pour la suite. Je vous laisse écouter cet instant de bonheur de la part de Djokovic. Delight for mum and dad. Disappointment for Cañas, but it's a career-defining moment for the 19-year-old from Belgrade. He gets his hands on his very first ATP Masters Series Shield. En juin, alors que le prestigieux tournoi de Roland-Garros bat son plein, Novak Djokovic entame son parcours avec assurance, franchissant les 2 premiers tours sans trop de difficultés. Mais c'est au 3e tour que Djokovic livre l'un des plus beaux combats de la quinzaine, face à l'inattendu français Olivier Patience. Le match, un véritable marathon de 5-7, voit Djokovic triompher, suscitant l'admiration du public pour sa résilience et sa détermination. En 8e de finale,
Djokovic retrouve son rythme et élimine rapidement l'Espagnol Fernando Verdasco en 3-7 impeccable. Fort de cette victoire, il continue sur sa lancée en quart de finale contre le Russe Igor Andreev, qu'il domine avec une maîtrise impressionnante et des variations de jeu judicieuses, s'imposant 6-3, 6-3, 6-3. L'heure est alors venue pour Djokovic de disputer la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière. Face à lui, encore une fois, le redoutable Rafael Nadal, favori incontesté de Roland-Garros et déjà plusieurs fois vainqueur dans ses terres. Les 2 premiers sets sont âprement disputés, Djokovic se battant avec acharnement, mais après 2h30 d'intense combat, le Serbe finit par céder sous la pression du maître de la terre battue. Malgré cette défaite, Djokovic quitte Roland-Garros la tête haute, ayant marqué les esprits par sa performance exceptionnelle. Sa remarquable progression est récompensée par le prix Bourgeon, décerné à la révélation du circuit international, symbolisant la sève du tennis de demain. Cette performance remarquable propulse Djokovic de la 6e à la 4e place mondiale, annonçant l'ascension fulgurante d'un futur champion. La suite de l'année, c'est une demi-finale à Wimbledon perdue face à Nadal et une finale à l'US Open perdue contre Federer. Mais cette finale lui vaut un accueil triomphal une fois revenu dans son pays, la Serbie. Nous sommes dès à présent en 2008. Lors de l'Open d'Australie, Novak Djokovic réconforte ses fans après une fin d'année 2007 difficile. Il démarre le tournoi en éliminant successivement Benjamin Becker, Simone Bolelli, Sam Querrey et Lleyton Hewitt, chacun sans perdre un set. En quart de finale, Djokovic continue sur sa lancée en battant David Ferrer avant de se retrouver en demi-finale face au numéro 1 mondial, Roger Federer. Dans un match époustouflant, Djokovic réalise l'exploit de battre Federer en 3-7, devenant ainsi le premier joueur à le faire en Grand Chelem depuis Gustavo Kuerten à Roland-Garros en 2004. Cette victoire met également fin à la série de 10 finales consécutives de Federer en Grand Chelem. En finale, Djokovic affronte le Français Jo-Wilfried Tsonga, qui avait lui-même surpris le monde du tennis en éliminant Rafael Nadal. La finale est un duel spectaculaire. L'ambiance est tendue, un nouveau champion sera couronné. Nous sommes à la balle de match pour Novak. Tous les souffles sont coupés. 3 heures et 6 minutes de match. Djokovic serre sur le coup droit de son adversaire. Magnifique retour de Tsonga. Le Serbe renvoie la balle difficilement. Le Français envoie la balle trop loin et la sort du terrain. Et c'est fait, Novak Djokovic remporte son premier Grand Chelem. À 20 ans, il devient le premier Serbe de l'histoire à remporter un titre majeur. Il s'impose en 4 manches, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6. Coup de chapeau à Novak Djokovic qui remporte très certainement le premier d'une longue lignée en Grand Chelem. L'accolade entre ces deux très beaux champions. En 2009, Djokovic gagne le Masters de Paris-Bercy. Aucun trophée en Grand Chelem, tout comme en 2010. 2 saisons régulières sans trop de vagues. Enfin ça, c'est le calme avant la tempête. Le calme avant Djokovic 2011. Car Djokovic 2011, c'est 3 sur 4 pour les Grands Chelem et 5 Masters 1000. Une domination sans bavure, comme si tout lui réussissait avec un pourcentage de victoire à 92%. Numéro 1 mondial, le monde du tennis le sait, Djokovic est imprenable. Et si cette domination sur une année est déjà hors du commun, Djokovic va rester régulier. Régulier en restant au sommet. 2012, c'est encore une victoire à l'Open d'Australie dans un des plus beaux matchs de sa carrière. Plus de 5 heures de match épique pour venir à bout de Rafael Nadal. Il est par ailleurs finaliste à Roland-Garros et à l'US Open. 2e année consécutive au sommet du tennis mondial. Je ne vais pas m'étendre sur chacune des saisons du Serbe, car il remporte un nombre de titres démesuré, ce qui me prendrait une éternité à énoncer. Djokovic gagne encore et encore, jusqu'en 2015. Car en 2015, Djokovic ne gagne plus, le Serbe prend une courte respiration, un temps de pause.
Il arrive des jours dans notre quotidien où tout nous réussit, comme si la chance nous était tombée dessus. Dans le tennis, la chance n'existe pas vraiment, le joueur doit la créer, la provoquer. Djokovic l'a fait et tout lui a réussi. Jouer contre le Serbe en 2015, c'est comme tomber d'un bateau en plein milieu de l'océan, nager des heures et des heures sans jamais trouver la moindre terre et finir par se noyer. Djokovic 2015 ne gagne pas, il écrase ses adversaires. Victoire à l'Open d'Australie, au Masters d'Indian Wells, au Masters de Miami, au Masters de Monte Carlo, à l'Open de Rome, à Wimbledon, à l'Open du Canada, à l'US Open, au Masters de Shanghai, au Masters de Paris-Bercy et à l'ATP World Tour Finals. Il vient de réaliser la meilleure saison de l'histoire du tennis, en cumulant 16 585 points au classement ATP. Cela ne vous parle peut-être pas. Le deuxième, Andy Murray, lui, a moitié moins. Djokovic n'a rien laissé aux autres. Oh, what a point! Sensational from Novak Djokovic. Oh, brilliant! Absolutely brilliant from Djokovic. Victory for Djokovic. En 2016, Djokovic soulève la Coupe des Mousquetaires. Il vient, pour la première fois, de gagner Roland-Garros et de compléter la dernière pièce manquante du puzzle. Il a désormais remporté les 4 grands chelems. En 2017, il se blesse et ne gagne pas véritablement de titre majeur. Il sort même du top 10 mondial. Les saisons s'enchaînent, un corps des victoires en grand chelem. Début 2020, il possède 16 grands chelems et gagne son 8e titre à l'Australian Open. Une question se pose. Comment Novak Djokovic arrive-t-il à rester aussi régulier ? Comment arrive-t-il à gagner tout le temps et à être aussi dominant sur un circuit avec un niveau de tennis aussi dense ? Djokovic n'a pourtant pas le meilleur coup droit du circuit, mais son coup droit est excellent, tout comme son revers, qui lui, en revanche, est exceptionnel. Chacun de ses coups, individuellement, ne sont pas les meilleurs du circuit, mais ils sont tous excellents et à la limite de la perfection. Par ailleurs, dans un match, lorsque vous possédez le service lors d'un jeu, il est pour vous bien plus simple de le remporter. Vous avez à envoyer la balle à toute allure et bien la placer afin que votre adversaire ne la rattrape pas. Eh bien, quand vous êtes face au Serbe et que vous possédez le service, il vous renverra la balle coûte que coûte. S'il y a bien une chose où Novak est meilleur, c'est son retour de service. Pour faire simple, dans un match, vous avez l'avantage. Donc, quand vous servez, eh bien, quand vous êtes face à Djokovic, vous ne l'avez pratiquement jamais. Vous vous dites donc peut-être que vous allez essayer de faire durer le match afin qu'il s'épuise et que tous vos services puissent passer, qu'il ne puisse rien renvoyer. Ça, c'est sans compter le fait que Novak a une endurance hors du commun, capable de donner son meilleur niveau durant une trentaine de minutes, mais aussi durant 5 heures d'affilée. Dernier recours, il faut le faire craquer. Car s'il y a bien une chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que Novak est mal aimé du public. Il se fait souvent huer pour avoir cassé de nombreuses raquettes ou contesté les décisions de l'arbitre. Mais ça ne l'atteint pas vraiment. Il reste dans sa bulle, concentré. Sa qualité majeure n'est pas visible à l'œil nu. Elle est enfouie dans ses pensées, et lui seul peut la travailler. C'est le mental. Vous pouvez le détester autant que vous voulez, il prendra le désarroi pour une force. Et si vous demandez aux meilleurs joueurs de tennis du monde qui est leur joueur préféré, ils vous répondront certainement McEnroe, Sampras, Federer ou encore Nadal. Mais si vous leur demandez qui ils ne veulent pas affronter, la réponse sera certainement Djokovic. Comme dirait son ancien entraîneur, Goran Ivanisevic, Novak prend vos jambes, puis votre âme, puis il creuse votre tombe. Le plus grand, c'est marqué le plus grand. C'est le plus grand, Novak Djokovic, de Capouille. Oui, oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, pour moi, oui, c'est le plus grand. On est sur le GOAT, comme il l'appelle. Quelques années plus tard, à partir de 2020, le Serbe ne se bat plus contre ses adversaires, mais plutôt contre des records. Il gagne encore une fois l'Australian Open, qu'il va aussi gagner l'année suivante. Rien ne peut l'arrêter, sauf une chose, la pandémie.
La Covid-19 lui empêche de participer à l'Australian Open. Djokovic n'est pas en règle pour rentrer sur le territoire australien. L'affaire lui vaut le surnom comique de Novak Djokovic sur les réseaux sociaux. Réseau sur lequel il subira de nombreuses critiques par ailleurs. Nous sommes en 2023, Novak va avoir 35 ans et certains experts s'accordent pour dire que c'en est fini pour le Serbe. Qu'à son âge, il est trop vieux pour encore gagner des titres et qu'il faut laisser sa place à la nouvelle génération. Djokovic ne va pas beaucoup s'exprimer sur le sujet ni sur sa retraite. Il va laisser parler son jeu, il va laisser parler le tennis. Novak Djokovic vient encore de gagner 3 des 4 grands chelems et finit l'année à la première place. En 2024, il a remporté 24 grands chelems, 40 Masters 1000 et 7 Masters regroupant les 8 meilleurs joueurs du monde. Tous ces trophées cumulés. Djokovic a tout gagné, ou du moins presque tout gagné. Car j'ai omis une information, ou plutôt un trophée qui se matérialise sous la forme d'une médaille que le Serbe n'a encore jamais remportée, alors que Nadal et Andy Murray, eux, l'ont fait. Une médaille non pas pour lui, mais bien pour la Serbie. La date de la rencontre est déjà donnée, ce sera entre le 27 juillet et le 4 août, à Paris, non pas pour Roland Garros, mais pour les Jeux Olympiques. L'homme qui est au sommet de son sport devra obtenir la dernière pièce du puzzle afin de la placer dans son immense parcours de champion. La médaille d'or n'attend que lui, mais tous les autres chevaliers sont là pour lui empêcher d'obtenir la couronne. C'était Mathis et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.